Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première vidéo du troisième cours. Dans cette première vidéo, je vous parlerai de fonctions. Il s'agira essentiellement de parler des définitions de base et de donner quelques exemples. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Eh bien, c'est une notion, un concept qui peut souvent s'appliquer lorsqu'un objet, mathématique ou non, est en relation avec un autre. Alors vous voyez ici que j'ai remis une figure que j'avais utilisée lors du premier cours. Et cette figure suggère que les maths, c'est une fonction qui met en relation différentes émotions. Là, je suggère que vous rentrez en maths peut-être un peu triste et vous en ressortez plein de joie. Je rêve peut-être, mais pourquoi pas? Alors, plus formellement, on s'intéressera dans ce cours évidemment à des fonctions numériques, donc des fonctions qui mettent en relation des grandeurs ou des quantités entre elles. Alors ces grandeurs ou ces quantités sont nommées variables, et lorsqu'une variable dépend d'une autre, la variable dépendante, qu'on désigne généralement par y, est fonction, on dit, est fonction de l'autre variable qui, elle, est généralement désignée par x. Donc, formellement, la définition d'une fonction, et ça c'est très important, c'est la donnée de trois choses. D'une part, un ensemble de départ, ici je l'appelle A, d'un ensemble d'arrivées, B, comme on considère des fonctions numériques ici, eh bien ces ensembles A et B seront des sous-ensembles de R. Et enfin, la troisième chose, c'est que une fonction, c'est une correspondance qui assigne à chaque élément de A, donc à chaque élément x de A, un unique élément y de B. Alors, les éléments de l'ensemble de départ sont appelés les pré-images de la fonction f, et les éléments de l'ensemble d'arrivée sont appelés les images de f. Ici, vous avez une petite illustration. La fonction assigne à chaque élément de A un unique élément de B. Cela explique pourquoi sur ce petit diagramme, il n'y a qu'une seule flèche qui part de chaque élément de A. C'est à cause de cette unicité. Par contre, ça n'implique pas du tout qu'il n'y a qu'une seule flèche qui arrive sur les éléments de B. Là, ici, par exemple, vous avez Y2 qui a deux préimages, x1 et x2. Et ça n'implique pas non plus que chaque élément de B doit avoir une préimage, comme y1 et y3. Alors, pour ce qui est des notations, la voici. Alors, c'est encore un peu de vocabulaire à apprendre. Rien à comprendre, c'est vraiment juste du vocabulaire. Alors, encore une fois, y est l'image de x, et x est une préimage de y. Remarquez que j'ai mis en gras le L', c'est pour souligner l'unicité dont je parlais tout à l'heure. Et x est une préimage, eh bien ça implique que, au fond, cette préimage n'est pas nécessairement unique. Comme y2, ici, a deux préimages, x1 et x2. Alors je reviens sur un point vraiment important, me semble-t-il, c'est que une fonction, c'est la donnée de trois choses. Et il me semble qu'on a souvent tendance à penser qu'une fonction, c'est uniquement la dernière, c'est-à-dire la formule ou la correspondance, alors que l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée sont tout aussi importants dans la définition d'une fonction. Donc ici, j'ai donné deux exemples où la correspondance est la même, la formule est la même. À chaque élément x, j'associe son double, 2x. Par contre, f et g n'ont pas les mêmes ensembles de départ et d'arrivée. Donc formellement, ce ne sont pas les mêmes fonctions. En l'occurrence, pour f, eh bien, je peux calculer l'image de nombres négatifs, alors que pour g, je ne peux pas, je ne dois prendre que des nombres positifs. Je profite pour rappeler que R+, c'est l'ensemble des nombres plus grands ou égal à 0. Alors ça a l'air de rien, mais formellement, en maths, il est important de faire la distinction, et on reviendra sur ce genre de distinction dans une prochaine vidéo. Alors, quelques exemples de fonctions qu'on peut trouver dans la vie courante.
le prix en fonction du nombre de litres d'essence consommés ici, vous remarquerez que l'ensemble de départ de cette fonction, c'est R+. C'est bien évident, on ne prend pas un nombre négatif de litres. L'aire d'un carré en fonction de la longueur de son côté. Vous remarquez aussi ici l'ensemble de départ qui est R+. Encore une fois, la longueur d'un carré, c'est forcément quelque chose de positif. Puis enfin, un exemple où c'est une formule que j'ai écrite en phrase. Choisir un nombre, en l'occurrence x, lui ajouter 4 et prendre le cube. Donc y ici, c'est simplement x plus 4, tout ça au cube. Là, aucune restriction sur l'ensemble de départ, c'est R tout entier. Alors encore une fois, ce n'est pas parce que des nombres sont en relation ou des quantités sont en relation qu'elles correspondent nécessairement à des fonctions y égale à f de x. Tout en bas, vous avez un exemple. Vous choisissez un nombre, vous lui soustrayez 4, et si on vous demande de déterminer le ou les nombres dont le carré correspond au résultat, eh bien, cette relation elle peut s'écrire comme suit. Y carré égale à x moins 4. Eh bien, cette relation ne va pas correspondre à une fonction que l'on peut écrire y égale à f de x. Et pourquoi? Eh bien, parce que si je me donne un x, eh bien, cela peut correspondre à plusieurs y. En l'occurrence ici, 2y potentiellement. Donc ce genre de relation ne correspond pas à une fonction y égale à f de x. Donc attention, il faut vraiment pour pouvoir parler de fonction, réussir à montrer ou être certain que chaque élément de l'ensemble de départ est assigné à un seul et unique élément de l'ensemble d'arrivée. Si on n'a pas ça, on n'a pas une fonction. Alors j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'une fonction était la donnée de trois choses, une formule, l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. La raison pour laquelle j'ai insisté, c'est que souvent, eh bien, on omet de parler de ces deux ensembles, disons, directement. Et on écrit simplement la relation y égale à f de x, la formule en gros. Alors, dans ce cas-là, les ensembles de départ et d'arrivée ne sont pas explicitement donnés. Ceci étant dit, il y a quand même un ensemble de départ qui est sous-entendu, disons. Et cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle le domaine de définition. Et cet ensemble, ça correspond à l'ensemble de départ qui est le plus grand possible, où la formule f de x est définie. C'est-à-dire où la formule f de x a un sens, est calculable. Alors, par exemple, si je prends la fonction f de x égale à pi fois x carré, eh bien, le domaine de définition de cette fonction, eh bien, c'est simplement r. Je peux prendre n'importe quel réel, le mettre au carré et le multiplier par pi. Il n'y a aucune interdiction ici. Par contre, si je prends la fonction f de x égale à 1 sur x, eh bien, le domaine de définition, c'est R étoile. R étoile, c'est donc l'ensemble des nombres réels privés de 0. Eh bien, cela vient du fait que, au fond, je ne peux pas faire 1 divisé par 0. C'est un calcul interdit. Donc, la fonction f de x n'est pas définie en x égale à 0, mais elle est définie partout ailleurs. Et donc, du coup, le domaine de définition de f de x égale à 1 sur x, c'est R étoile. Alors, le même raisonnement s'applique. Si je prends la fonction racine carrée, je ne peux pas faire de racine carrée de nombres négatifs. Je sortirai de l'ensemble des nombres réels. Petite parenthèse, je serai dans les nombres complexes, pour ceux qui connaissent, mais c'est une petite parenthèse. Et donc, le domaine de définition de f de x égale à racine carrée de x, c'est R plus l'ensemble de tous les nombres réels plus grands ou égal à 0. Et pour la fonction ln de x, donc la fonction logarithme naturel de x, eh bien, le domaine de définition, c'est les nombres strictement plus grands que 0. Donc, c'est R étoile plus. Alors, quelques définitions importantes à connaître quand on parle de fonctions. Injectivité, surjectivité et bijectivité. Alors, avant de vous donner la définition formelle de ces trois notions, je pense qu'il est beaucoup plus simple d'utiliser ce petit diagramme pour comprendre de quoi il s'agit. Encore une fois, pour illustrer la force du langage visuel. Alors, qu'est-ce qu'une fonction injective ?
Eh bien, c'est une fonction telle que chaque élément de l'ensemble d'arrivée a une seule flèche maximum qui va vers elle. 1, 2 et 4 sont des éléments de B qui possèdent une préimage et ils n'en possèdent qu'une seule. 3 n'a pas de préimage, ce n'est pas grave. L'injectivité dit que, au fond, on a maximum une préimage quand on est un élément de l'ensemble d'arrivée. La surjectivité, elle, par contre, que vous voyez ici, eh bien, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, c'est que chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au moins une préimage. Alors, elle peut en avoir plusieurs, comme ici 3, qui a 2 préimages, A et D, mais aucun élément de l'ensemble d'arrivée est sans préimage. Alors, la bijectivité, eh bien, en fait, c'est simplement être injectif et surjectif. Et alors, à quoi est-ce que ça va correspondre, au fond ? Eh bien, c'est que chaque élément de l'ensemble d'arrivée correspond à un et un seul élément de l'ensemble de départ. Alors bien évidemment, une fonction n'est pas nécessairement injective, surjective ou bijective. Elle peut être aucune de ces trois notions, et c'est le cas général ici en bas, où vous voyez que cette fonction n'est pas injective puisque 2 a 2 préimages, et puis elle n'est pas surjective parce que 1 et 3 n'ont pas de préimage. Petite parenthèse, si vous avez regardé la vidéo sur Cantor, c'est la bijectivité qui est au cœur de la démonstration du fait qu'il existe des tailles d'infini différentes. Donc c'est une notion très très importante en maths. Alors, ici je vous ai donné une définition, on va dire, visuelle. Évidemment, il y a une définition formelle qui l'accompagne, donc dans le langage symbolique. La voici. Donc une fonction est injective si et seulement si, pour tout x1 et x2, donc pour tout élément de l'ensemble de départ, eh bien, on a l'implication suivante, c'est-à-dire si les images sont les mêmes, alors ça implique que les préimages sont les mêmes. Alors c'est peut-être un peu tordu, je vous recommande de passer un petit peu de temps là-dessus pour faire le lien entre cette définition formelle et la définition visuelle dans les petits diagrammes que je vous ai donnés tout à l'heure. Et vous pouvez faire la même chose pour la surjectivité. Ici, c'est marqué que pour tout élément de B, pour tout élément y de B, il existe un élément de A tel que y égale à f de x. Je vous laisse encore une fois essayer de méditer là-dessus et faire le lien entre cette langue symbolique et le langage visuel. Comme je l'ai dit avant, la bijectivité, c'est être injectif et surjectif. Alors, une fonction peut se représenter graphiquement dans un plan qui s'appelle le plan des xy. Alors, de quoi s'agit-il pour ce plan ? Eh bien, ce plan il est constitué de deux axes. Un axe horizontal qui s'appelle l'axe des x, un axe vertical qui s'appelle l'axe des y. Et chaque point du plan peut être mis en correspondance avec un couple de points ou des coordonnées qui se réfèrent à chacun de ces axes. Ici, par exemple, vous avez le point AB en bleu. Eh bien, A et B correspondent pour A à la coordonnée en X qu'on rapporte verticalement et B à la coordonnée du point en Y qu'on rapporte horizontalement. Alors, à l'aide de ce plan, on va pouvoir faire correspondre à une fonction un graphe. Alors, comment est-ce que ça marche ? Eh bien, pour ça, il faut se rappeler de ce qu'est une fonction. Une fonction, c'est une relation qui assigne à un nombre un autre nombre. Alors, disons que je prends un nombre que je vais appeler petit a, je peux lui faire correspondre un autre nombre qui est f de a, par la relation donc y égale à f de x. Et bien maintenant j'ai deux nombres, a et f de a, je peux en faire un couple, le couple a, f de a. Ce couple correspond à un point dans le plan, et ce point, par définition, est un point du graphe de la fonction a. Si maintenant je fais ça pour tous les nombres de l'ensemble de départ a, eh bien j'obtiens cette courbe bleue, qui est le graphe de la fonction f. Alors un point très important à retenir, c'est qu'un point du plan AB est sur la courbe du graphe f si et seulement si
l'égalité B égale à f de A est satisfaite. Ici, c'est un moyen qu'on a pour passer du langage géométrique, c'est-à-dire des points sur une courbe, au langage symbolique, ici une égalité à vérifier, B égale à f de A. Et remarquez que B égale à f de A, ce n'est rien d'autre que de dire Y égale à f de X avec d'autres lettres. Alors vous voyez aussi ici ce petit symbole là, cette double flèche, c'est le symbole qui désigne l'équivalence en mathématiques, on l'utilisera souvent aussi, et en français il se lit si et seulement si, ou des fois est équivalent à, selon les phrases. Alors, toutes les relations, comme on l'a dit, entre des grandeurs ne correspondent pas à des fonctions, et bien, similairement, tout graphe ne correspond pas forcément à un graphique d'une fonction. Un critère pour déterminer si un graphe est bel et bien le graphe d'une fonction, c'est de voir si les droites verticales ne coupent pas le graphique en plus d'un point. Ici, vous avez un exemple où, clairement, non pas une, mais plusieurs droites verticales coupent ce graphe en plus d'un point. Donc, ça implique que ce graphe ne correspond pas à une fonction qu'on peut écrire y égale à f de x. Et encore une fois, peut se traduire par le fait que chaque valeur de l'ensemble de départ, x, appartenant à A, ne correspond qu'à une seule image y appartenant à B. Une autre notion importante à connaître sur les fonctions, c'est la notion de zéro. Alors, qu'est-ce qu'un zéro? Eh bien, c'est un point x, disons, de l'ensemble de départ, qui vérifie la relation f de x égale à 0. Autrement dit, l'image d'un zéro, c'est 0. Alors, graphiquement, à quoi est-ce que les zéros correspondent? Eh bien, ils correspondent au point d'intersection entre la courbe de f et l'axe des x. Ici, j'ai désigné ce point par la coordonnée x0, 0. Le petit indice 0 pour dire que c'était un point dont l'image était 0. Par contre, son image, comme je l'ai dit tout à l'heure, par définition, c'est 0. Donc sa coordonnée en y est 0. Dans la même veine, il y a aussi ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Graphiquement, ça correspond à l'intersection entre la courbe et l'axe des y. Les coordonnées de ce point d'intersection, c'est donc 0 en x, et f de 0, l'image de 0. Alors attention à ne pas confondre les zéros et l'ordonnée à l'origine. Alors pour terminer cette vidéo, je voulais simplement vous montrer quelques graphes de fonctions usuelles, pour que vous ayez une idée de à quoi elles ressemblent, même si probablement vous les avez déjà vues. Alors, premier exemple, les fonctions constantes, qui sont simplement des droites horizontales. Ici, j'ai pris la fonction f de x égale à 2. Et j'ai à chaque fois donné le domaine de définition de la fonction en question. Donc ici, le domaine de définition, c'est simplement R, aucune restriction. Le deuxième exemple, la fonction identité, la fonction qui est associée à x lui-même, x. Domaine de définition qui est R aussi. Alors, les fonctions affines, donc ici en bas, vous voyez que j'ai écrit les fonctions du type ax plus b. A et b ici sont considérées comme des constantes, x est une variable. Et là, j'ai choisi a égale à moins 2 et puis b égale à 3. Ce sont toujours des droites, ça s'appelle les fonctions affines. La fonction inverse, donc qui a x associe 1 sur x, ici, comme on l'a dit avant, le domaine de définition, c'est R étoile. La fonction carré, qui est associée à x son carré, la fonction racine carrée, dont le domaine de définition est R+, la fonction valeur absolue, qui associe moins x si x est négatif et x si x est positif. Et ici, vous avez un exemple d'une fonction définie par morceaux. Pour tous les exemples précédents, il y avait une formule pour tous les x, mais c'est aussi possible de définir une fonction en séquence, disons, ou par morceau plutôt. Et là, en l'occurrence, j'ai choisi la fonction qui, pour tous les x plus petits ou égal à moins 1, eh bien, il fallait appliquer la formule moins x carré moins 3. Et pour les x strictement plus grands que moins 1, eh bien, c'était la formule x carré moins 4 qu'il fallait appliquer. Alors le domaine de définition ici, c'est tout R. Tous les
tous les x appartenant à R ont une image. Le petit point plein, eh bien, ça correspond à l'image de moins 1, où j'ai appliqué la formule moins x carré moins 3. Et le petit point, le petit cercle, disons, au-dessus, eh bien, c'est juste pour signifier que l'image de moins 1 n'est pas là, mais elle est en dessous. Et enfin, les fonctions exponentielles et logarithmiques que vous voyez ici, dont on reparlera. Eh bien, ça conclut la première vidéo. Je vous retrouve pour la deuxième.